Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Dernière parution. Alain Pierret, de la case africaine à la villa romaine. Un demi-siècle au service de l'État, 2010. Vincent Lestrehan, un breton dans la coloniale, les pleurs des Philaos, 2010. Hélène Lebossebeourreau, une femme et son défi, 2010. Jacques Durin, Nice la Juive. Une ville française sous l'occupation, 1940 à 1942, 2010. Charles Cretien, Les voies de la diplomatie, 2010. Mona Levinsonlevavasseur, L'humanitaire en partage. Témoignage, 2010. Daniel Baron, La vie douce amère d'un enfant juif, 2010. Emma Varteni Bedanian, Le chant des rencontres. Diasporama 2010. Anne-Cécile Makossoakendengue, Ceci n'est pas l'Afrique. Récit d'une Française au Gabon 2010. Micheline Faligurho, Jean de Bedou. Un héros ordinaire 2010. Pierre Longin, Mon chemin de Compostelle. Entre réflexion, don et action 2010. Claude Gamblin, Un gamin ordinaire en Normandie, 1940 à 1945, 2010. Jean-Pierre Costagliola, Le souffle de l'exil. Récit des années France, 2010. Jacques Franck, Le sérieux et le futile après la guerre, 2009. Henri-Paul Zicola, Les 10 commandements d'un patron, 2010. Albert Ducrot, Des Alpes à l'Uruguay. Un pont entre deux rives, 2010. Edmond Bagard, géologue, Une vie de recherche et d'aventure. Afrique, Amérique, Europe, Asie 2009. Pierre-Alban Thomas, De la résistance à l'Indochine. Les cas de conscience d'un FTP dans les guerres coloniales, 2009. Eladj Mohamed Lamine Toure, Mémoire d'un compagnon de l'indépendance guinéenne, 2009. Jean-Claude Leprun, Une jeunesse malgache 1942 à 1966, 2009. Janine Pilliardminkowski, Eugène Minkowski 1885 à 1972 et Françoise Minkowska 1882-1950. Éclat de mémoire 2009. Jacqueline Aduttthibaut, Mon avenue Montaigne, 2009. Michel Malherbe, fonctionnaire ou touriste? Mémoire d'un globe-trotté 2009. Jacques Thierry Gallo, Mon histoire avec Dieu. Un témoignage vivant 2009. À ma mère, à mon père. À tous ceux qui n'abandonnent jamais. Première partie. Un cendrillon d'Afrique. La matinée rend timidement ses formes et ses couleurs aux maisons du quartier endormies. Quelques bâillements de volets qui s'entr'ouvrent et ma mère qui du fond de son lit, trempée de sueur, transpire toute la douleur des femmes de ce monde. Les doigts crochetés dans le traversin en plumes, elle hurle. Elle gémit devant la vieille femme impassible, assise dans un coin de la pièce encore sombre, ma grand-mère. Mais moi je ne veux rien entendre. Je suis bien au fond de ce corps, aussi agité soit-il, je suis bien assez tranquille comme ça. Le corps n'a pas l'air d'être d'accord et j'en sens les sursauts qui me bousculent. Il conspire tout autour de moi, avec une de ces forces qui je le sens bien cherche à m'exclure d'où je suis. Je commence à avoir sérieusement peur, mais je ne sais pas de quoi. La poussée continue, de plus en plus forte, de plus en plus étroite. Malgré moi et malgré ma résistance, j'emprunte un chemin déjà bien pénible. Je suffoque, je ne sais plus respirer, je suffoque, je manque de quelque chose qui m'empêche de me sentir bien, mes yeux brûlent, je glisse vers une lumière éclaboussante. J'ai froid et j'en tremble, un cri bestial sort de ma gorge et me transperce les oreilles. Lorsque je m'apaise enfin, je découvre le nouveau monde. D'autres sons s'agitent autour de moi. Je crois reconnaître la voix de ma mère, claire et forte et lointaine. Je la préférais en sourdine, feutrée, lorsqu'elle résonnait sur ma peau. Où suis-je? Où est ma mère? D'autres mains m'emmaillotent et me posent dans un petit berceau en osier. Je l'entends qui grince dès que je bouge. Un peu plus loin, des sifflements d'hirondelles fusent régulièrement dans le ciel. Je voudrais bien me rendormir, mais avec tout ce vacarme, toute cette agitation, je ne sais pas comment trouver le sommeil et surtout il y a ce mal qui me tiraille à l'intérieur. Un mal étrange, qui de mes pleurs me conduira jusqu'au sein de ma mère.
À travers les persiennes écaillées, des claquements de sabots annoncent déjà le passage du muletier. Une petite fille du nom de Caria vient de naître rue de Venige. Sa mère n'a pas eu le temps de se rendre à la clinique, alors la petite est arrivée toute seule, enfin presque. Sa grand-mère est là, qui l'aide à sortir de ce corps agité. De ses longues mains, douces et habiles, elle rattrape avec beaucoup de calme la petite masse gluante qui glisse entre les cuisses ensanglantées. Tendrement, elle la porte dans ses bras et lui caresse le dos, lui nettoie le visage, d'un geste sec et sûr, l'enveloppe d'un drap de coton. C'est elle qui coupe le cordon ombilical, après l'avoir noué en son extrémité. Sur une petite table en bois près du lit, des serviettes propres et une bassine en émail blanc remplie d'eau chaude attendent leur tour. Au-dessus du lit, le Christ observe la scène avec tristesse, toujours cloué à sa croix. Pour lui tenir compagnie, une pâle photo d'un couple de jeunes mariés, encadré à la française et un bouquet de fleurs séchées suspendu au cadre. Probablement le même que celui tenu par la jeune femme sur la photo. Il fait bon dehors, ce printemps de 1932 sera le premier de Caria la Bizertine. La vieille dame a presque du mal à rendre le bébé à sa mère, à peine émue d'avoir déjà accouché. Voilà une naissance expédiée. C'est fait. Caria, au creux du bras de sa maman, regarde déjà dans une autre direction, celle de l'autre maman. Celle qui l'a tendrement embrassée, celle par qui la vie lui a été donnée, celle qui lui ressemble. Caria, c'est moi. La Tunisie est le petit pays au grand cœur qui m'a recueilli. Le monde est vaste autour de moi, je ne comprends pas toutes ces langues qui se croisent autour de mon berceau. Il y en a une qui chante en italien ou en sicilien, je ne sais pas trop, l'autre qui me parle en français et puis quelques agitations gutturales qui vont et qui viennent dans cette autre langue, différente de celles qui me sont proches, quelques phonèmes aux accents berbères. À l'âge de 6 mois, ma mère m'empoisonne. Elle m'intoxique avec ce sein qu'elle me tend et enfonce dans ma bouche jour et nuit, son lait tourne et provoque un abcès dans mon petit corps. Ce n'est pas de sa faute, elle vient de perdre son père qu'elle adorait tant. Elle se sent responsable de sa mort, elle n'a pas tort, depuis son départ, son père avait cessé de vivre déjà. Le désespoir l'avait emporté. Et moi, au fond de mon petit berceau blanc, je meurs tout doucement. Chaque jour je m'affaiblis et je dépéris, je refuse cette mamelle qui m'intoxique et je sens que cela agace ma mère. Lorsqu'elle comprend enfin qu'elle doit me nourrir autrement qu'avec son propre lait, plusieurs ganglions s'infectent déjà tout autour de mon cou. Je noircis. Le médecin s'adresse à mes parents sans ambages. Il faut vite aller à l'église, elle est presque morte. Pensant qu'il ne me reste que quelques jours à vivre, mes parents décident de me faire baptiser d'urgence et l'on me choisit un parrain et une marraine de fortune. Vite, vite à l'église. Ce qui fait que mon parrain est un capitaine de la marine nationale, un ami de mon père que je n'ai jamais connu. Mon père lui a dit : « Tu viens avec moi ? Il faut que je baptise ma fille aujourd'hui parce qu'elle va mourir. » Et il est venu sans discuter, c'est comme ça. Ma marraine se trouve être ma grand-mère paternelle, Santa Bova, qui en fin de compte remplira son rôle mieux que n'importe quelle maman au monde. Une fois l'histoire du baptême réglée, tout le monde se sent soulagé et moi, il ne me reste plus qu'à attendre la mort. Mais déjà, du fond de ce petit berceau blanc je suis une forte tête, je résiste et surtout, je préfère le lait de la vache à celui de ma mère. Voilà comment je nais pour la deuxième fois. Cette fois-ci, je n'ai plus besoin des mamelles de ma mère. Je renais sans elles. Mon premier souvenir d'enfance est la naissance de ma sœur Evelyne. Lorsque je m'approche du lit, elle est allongée près de ma mère et celle-ci me donne des bonbons à la menthe, un peu pour me contenter, un peu pour me rassurer, offrant à cet événement une sensation de fraîcheur agréable. Un bonbon de rien du tout et tout rentre dans l'ordre. Je pourrais me passer de friandises et de la créature qui gesticule dans mon berceau par la même occasion. Le deuxième souvenir est pour mon père. Il s'appelle Giuseppe Fargo. Il est né en 1899 en Tunisie, ce pays magnifique qui toute ma vie sera ma fierté. Ce beau Sicilien d'origine slave est très grand, il a l'air d'un homme distingué, un pur sang du milieu. Lui et son père sont maîtres d'œuvre de maçonnerie. Ils ont construit entre autres maisons et bâtiments, la poste de Tunis. Parfois le travail manque, alors pendant les saisons mortes, mon grand-père part avec ses 2 fils en France pour y construire des villas. Pendant plusieurs mois, ils sillonnent le nord de la France. Tantôt ils bâtissent,
tantôt ils s'imprègnent de modèles de construction et les reproduisent en Afrique du Nord. Déjà, les dômes, les kubas cohabitent avec les toits de tuiles de tradition mauresque. Ces emprunts architecturaux viennent enrichir par leur diversité et leur technique les villes tunisiennes. Ainsi s'élèvent des toits pointus et ardoisés, coiffant des murs de briques rouges entre les toits terrasses blancs et peu élevés de Bizerte. Parfois on y entre par une grande porte en arc outrepassé ou trilobé, et le mariage des styles semble accompli. Leur histoire, celle de mes parents, commence dans le petit café d'un petit village de Picardie. La fille susurre à l'oreille du gars quelques mots rapides entre deux services, se faufile entre les tables et échappe au regard de ses parents postés de l'autre côté du comptoir, affairés comme d'habitude entre les clients et les verres à essuyer. Il se lance des œillades, des regards brûlants, elle ne manque pas de le frôler à chaque occasion. Cette fois, il retient son poignet et lui offre un rendez-vous. Le gars, c'est mon père, rien d'autre qu'un étranger. La fille, ma mère, aide ses parents à servir les clients le soir après l'école. Dès que l'on passe la porte du café, tôt le matin, l'odeur du maroilles chaud, la couche épaisse de beurre blanc salé sur les tartines de pain grillé et les effluves de café réchauffé, achèvent de vous convaincre qu'un solide petit déjeuner s'impose avant de commencer la journée. Les clients ici deviennent rapidement des habitués. Dans l'ensemble, Alexia jouit d'une vie paisible. Elle prend des leçons de violon, poursuit ses études, est entourée d'amis. Elle est la fierté de ses parents et s'entend à merveille avec ses deux frères. En résumé, c'est l'enfant chéri de la famille et tout le monde l'adore. À cette époque, mon père est déjà marié à une certaine Yvette originaire du Havre. En apercevant Alexia, il se sent envahi d'un désir fou et leur coup de foudre réciproque le conduit à un divorce certain et surtout rapidement conclu avec la pauvre Yvette. En plus d'avoir déjà goûté au plaisir du mariage, Giuseppe, ce bellâtre venu d'un pays exotique et lointain, est de 8 ans l'aîné de ma mère. Quel choix épouvantable il est pour une jeune fille aussi talentueuse et de bonne famille que ma mère. Aussi, lorsqu'elle demande à ses parents la permission de se fiancer avec le loup des sables, rejette-t-il en bloc cette union. Et pourtant elle ne tarit pas d'éloges à son sujet, leur tenant du matin au soir un discours dithyrambique et exalté sur la vie qu'il lui promet, mais rien n'y fait. Ils sont hermétiquement convaincus qu'elle perd son temps et son honneur à bavasser avec cet hidalgo, et décident de rompre cette mascarade sans plus tarder en intimant à Giuseppe d'oublier désormais leur fille. Ils lui interdisent de remettre les pieds dans le café. N'ayant d'autre choix et toujours sous l'emprise d'un enthousiasme effréné, la jeune aventurière se sauve aux aurores d'un matin d'hiver et du domicile parental et de sa ville natale, sans remords ni regrets, regardant droit devant elle. Ce premier amour, elle le décide, est un rendez-vous pour l'éternité. Elle est en parfaite adéquation avec son époque, dans cette Europe d'après-guerre, en pleine reconstruction, amorçant allègrement ses folles années. Nous sommes en 1923 et Alexia, 16 ans, s'échappe au bras de mon père jusqu'à Lyon, où quelques chantiers de construction les attendent. Ils partent ensuite de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, là où vit la tribu Fargo. Elle est confiante, sûre de sa destinée et déterminée à vivre des histoires épicées et colorées dans une quiétude absolue. 2 rue du Souvenir. Lorsque ma mère rencontre ses beaux-parents, elle ne souffre pas d'un choc des cultures, mais plutôt d'un envoûtement réciproque. L'accueil chaleureux et convivial de cette nouvelle famille intimide Alexia bien plus que la distance qui la sépare de chez elle. Avec sa belle crinière rousse, ses yeux bleu pâle et sa peau laiteuse, elle est une sorte de joyau ramené des contrées nordiques, la Madone blanche. Quels beaux enfants ils feront ensemble, se dit aussitôt ma grand-mère. C'est comme si l'ex-femme de mon père n'avait jamais existé. La pauvre âme s'est dissoute dès l'intrusion de ma mère qui trouve sa place au milieu des 7 enfants de ma grand-mère, le plus naturellement du monde. Non seulement, elle est immédiatement acceptée par cette étrange assemblée, mais aussi, elle s'intègre merveilleusement dans ce petit théâtre aux accents de comédie italienne. Ettore Scola aurait adoré. Elle tient parfaitement le rôle du personnage qui n'a rien à voir avec les autres, juste là pour casser le rythme et relever la sauce. En un temps record, elle apprend à parler le sicilien, à préparer la pasta et à faire des enfants. Mon père construit une villa en son honneur et il s'installe avec la marmaille naissante dans le nouveau domicile, avec pour unique et seul but, d'agrandir encore et encore cette famille romane. Pendant toutes ces années,
Elle ne donne pratiquement aucune nouvelle à ses parents, ce qui lui coûtera le décès de son père, Ernest, premier adorateur d'Alexia, mort de chagrin pour sa fille unique. Il mettra fin à ses jours en se pendant à une corde, l'année de ma naissance. En plus de sa tristesse immense, il contractait des dettes que mon père avait prévu d'éponger en remerciement de cette fille qui lui avait de quelque manière volé. Mais pour cette fois, il était trop tard. N'ayant nullement le temps de se faire pardonner, il lui faudra vivre avec ce remords. La maison de mon père est de plain-pied, elle est cernée d'arbustes filés, de jasmin et de citronnier. Le sol du jardin hésite entre le sable et l'herbe épaisse et grasse quand on l'arrose suffisamment. Quoique la plupart du temps elle croustille sous mes pieds nus. Sur la gauche de la villa, une allée court jusqu'au fond du terrain, découvrant le hangar qui abrite les 2 automobiles de mon père et ses outils. Voilà un signe extérieur de richesse, dont peu de personnes peuvent se vanter, car seule une infime partie de la population ici possède une automobile. Le fait d'en avoir 2 donne à mon père une notoriété qui lui attire autant de jalousie que de contact. À présent, laissons de côté le romantisme idyllique de ce tableau, et allons voir de plus près ce qu'il s'y passe derrière, car le rythme professionnel de Giuseppe subit de plus en plus les aléas de la situation politique et économique de la Tunisie des années 30. La tension monte, le vibrato européen résonne sur les côtes nord-africaines. La guerre approche. La Tunisie est un pays aux multiples facettes, un prisme oriental, qui attira de tout temps différentes populations, des empires successifs éblouis par ses terres prometteuses. Une énumération succincte permettra de mesurer toute l'ampleur de sa diversité. Chargée d'histoire, elle fut tour à tour un territoire berbère, un comptoir phénicien ancré à Carthage, une province romaine abritant une brillante civilisation romano-africaine, dont les cultures de blé et d'olive en avaient fait le grenier de Rome. Elle fut ensuite kidnappée par les Vandales, reconquise par les Byzantins jusqu'à ce qu'un empire berbère l'achemine vers le commencement de ce que l'on appelle la conquête arabe. C'est là qu'elle devint une province omeyyade, puis un territoire abbasside. L'empire des califes y fera s'y succéder les dynasties des Aghlabides à l'origine de la mosquée Zitouna de Tunis, devenue l'université Tsaïtouna, des Fatimides, des Hilaliens du Caire, des Irides, des Almohades du Maroc, réunissant les pays du Maghreb, les Normands de Sicile et l'Andalousie musulmane, avec l'arrivée des Mauresques musulmans et des Juifs andalous chassés d'Espagne par la Reconquista. Puis encore une souveraineté hafside, vassaux des Almohades se déclarant indépendants. Autant de noms époustouflants, de passages magiques que l'épopée qui les transporte. C'est au XVIe siècle que le pays devint une convoitise ottomane, dirigée par Barberousse avec la fondation de la dynastie des Hussénites, puis confisquée par Charles Quint. Il fut ensuite l'objet d'une attaque espagnole, d'une administration turque avec ses pachas et ses deys. À la fin du XVIe siècle, la côte devint un repère de pirates barbares. La Tunisie est alors le premier pays arabe à se doter d'une constitution et à abolir l'esclavage. Mais de capitulation en capitulation, une dynastie bellicale extravagante conduira les Français, en 1881, à s'emparer du territoire tunisien sous la forme d'un protectorat, officialisé le 12 mai par le traité du Bardo, lequel confie à la France les pleins pouvoirs sur les affaires étrangères, la défense du territoire et la réforme de l'administration. Le protectorat durera 75 ans. Les Français étaient déjà confortablement installés sur le territoire depuis plus de 2 siècles, à commencer par la fondation du Fondouk des Français, en 1658, ne pas confondre avec les fondations de la Maison de France en 1856, anagramme sémantique et numérique, le quartier franc où se cantonnaient ses commerçants, ses artisans et ses religieux. En somme, le fauve attendait la gueule ouverte. Sans omettre la présence éparse du millet, dont les communautés juives, arméniennes et grecques orthodoxes tout au long de l'évolution de la Tunisie. Sans oublier non plus la provenance massive des Maltais et des Sud-Italiens au milieu du XIXe siècle, dégorgeant ainsi les îles méditerranéennes surpeuplées et renflouant ainsi une population décimée par la peste de 1818. Et aussi l'arrivée des Russes blancs au début du XXe siècle, marins de la flotte de la mer Noire, puis les Polonais juste avant la Seconde Guerre mondiale, les Arméniens fuyant le génocide turc, les Espagnols après la guerre civile, tant d'omissions qui seraient une véritable mutilation dans l'histoire coloniale de ce pays. Quant à Tunis, fille de Carthage ou Tunis la Blanche, la capitale, elle est la reine du brassage des cultures.
Pendant le protectorat français, la population non musulmane est estimée au tiers. Cette cité hautement cosmopolite, dont les Français qui forment une minorité dominante en concurrence directe avec les Italiens et la population locale, accueille en son sein à la fois les musulmans, les juifs, les catholiques et les orthodoxes. Tunisiens, Italiens, Siciliens, Français, Maltais, Anglo-Maltais, Grecs, Arméniens, Russes, Espagnols, Andalous se croisent et s'entremêlent, signant ainsi la mosaïque Tunisie. Et ma mère qui sort tout droit de sa campagne franco-belge, digne d'une épopée gauloise en compagnie d'Astérix et Obélix, vient mettre un peu de légèreté dans cette famille franco-sicilienne, témoin d'une longue période de coexistence où l'ouverture et la tolérance est encore un équilibre précaire. Dans un souci de naturalisation massif visant à gonfler les rangs français face aux Italiens prédominants, le protectorat accorde ainsi à mon grand-père le nom de Fargo à la place de Fargovitch et le francise à son tour. C'est donc dans ce pays kaléidoscopique que je suis né, au milieu de tous ces gens qui parlent toutes ces langues et mangent toutes sortes de choses, dans un contexte ethnologique multicolore. Quant à Bizerte, ma ville, il s'agit avant tout d'un point stratégique sur le pourtour méditerranéen, une des portes de l'Afrique tant convoitée de ces périodes précoloniales et coloniales et donc en toute logique, un port de guerre. Cette ville portuaire abrite les armateurs génois et marseillais, les négociants, les représentants des chambres de commerce. Le protectorat français en fait une base navale importante. Les Français, pour la plupart bretons, ont installé leur demeure en bas de la plage. Toutes les maisons de l'amirauté s'alignent sur la côte ourlée de sable blanc. La villa de mes parents se situe plus près du centre-ville. En longeant le trottoir de sable, je rejoins le port à pied. Les allées forment des frises de palmiers dattiers, dont les palmes se balancent avec le vent quasi permanent. Bizerte, il faut se l'imaginer avec ce vent qui souffle dans les draps sur un toit terrasse en plein cagnard. Sur la route, je ramasse les dattes fermes et rondes qui tombent de leurs grappes et me sucrent les papilles. Le soir, dans l'obscurité, on peut croiser des rats trottinant autour des arbres. On me raconte qu'ils se cachent dans les troncs et surgissent en couinant, alors je regarde toujours mes pieds au cas où l'un d'entre eux viendrait à bondir. En bas de ma rue, une église russe orthodoxe plonge sur les quais. Tous les bateaux russes sont à quai, ils sont mobilisés et n'en finissent pas de peupler notre port. Certains sont comme échoués et leurs marins avec des Russes blancs impérialistes, tsaristes, qui ont fui le bolchevisme, les exactions communistes de la guerre civile russe contre l'armée rouge et contre les Verts II. C'est un endroit lugubre et triste. Je n'aime pas me promener là où la hauteur des murs empêche le soleil de se faufiler, là où les fissures grimacent, là où les portes entr'ouvertes menacent. À la tombée du jour, l'odeur du poisson laisse place à celle de l'iode. Accompagné de mes frères et sœurs, je marche vers la plage, vers les rires, les conversations féminines. Je ferme les yeux, et je remplis mes poumons de cet air encore tiède en essayant de tenir le plus longtemps possible. J'enfonce mes pieds nus dans le sable rafraîchi, je roule mon gilet sous mon cou et m'étends sur la plage, comptant les étoiles qui défilent dans un ciel pur et limpide. Il me suffit de fermer les yeux pour y être encore et encore. Le temps oublié, je me hâte de rentrer chez moi. Plus j'approche et plus les essences du jasmin m'enivrent, je pourrais rentrer les yeux fermés. Ce parfum envoûtant ne me quittera jamais. Dans notre jardin, nous avons un arbre à bonbons, c'est-à-dire un caroubier. Les fruits de cet arbre pendent comme des gousses et à l'intérieur de ces gousses se trouvent des petites graines sucrées que je suce comme des friandises. Ce n'est pas le seul trésor que le caroubier renferme. L'autre originalité de ce fruit remonte à ses origines étymologiques, le kéra en arabe, le kara en français, qui représente en fait le poids d'une graine de caroube, c'est-à-dire environ 200 mg. Cette unité de mesure est utilisée dans le commerce des diamants ou des pierres précieuses, sur le pourtour méditerranéen, dans les lieux de culture du caroubier. Moi je les suce, pendant que d'autres comptent les diamants. Deux usages, deux cultures, deux mondes. Durant cette période d'entre-deux-guerres, le travail est aléatoire et lorsque mon père ne signe pas de nouveaux contrats, mes grands-parents subviennent à nos besoins. Grand-maman, sans jamais quitter son tablier, le chignon impeccable et le porc altier, nous apporte le repas chaque jour. Pour nous les enfants, la vie poursuit son cours avec sa nonchalance et sa légèreté, une vie flottante qui me semble parfois irréelle. En partant travailler, Giuseppe passe systématiquement devant la maison de sa mère, ralentit son pas et lui crie fendu d'un sourire. Hasta benedito madre, vous êtes bénite mère.
Et elle, toujours postée sur le perron, ce signe de la croix en guise de réponse consentant. Il vouvoie ses parents. Il ne s'agit pas d'un vouvoiement aristocratique, mais d'une simple marque de respect, une distinction. Un de ces matins-là, mon père va enfin signer un contrat conséquent avec la marine. Pour lui, cela signifie énormément. Il va pouvoir travailler pendant plusieurs années et aussi aider ses parents en retour de tout ce à quoi ils ont déjà pourvu. Il pourra enfin inverser la vapeur et prendre la tête de la famille, pour son honneur et celui des siens. Il obtient tous les chantiers. À la fois galvanisé et probablement excité par ce renouvellement de situation, il se rend aussitôt chez le pâtissier, en bon aficionado de ses millefeuilles et de ses croissants. Les meilleurs de Bizerte. Il faut dire que l'on y a droit chaque dimanche. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est en grimpant 4 à 4 les marches de la pâtisserie qu'il tombe raide comme ça, tout droit, raide mort, lâché par son cœur. Je me dis qu'il était trop grand son cœur et que cette nouvelle lui a pris plus de place qu'il n'en restait, au risque de le sublimer. Mais c'est mon père. C'était mon père. Non, finalement c'est toujours mon père. Nous sommes en 1939, il a 39 ans. Des voisins qui faisaient la queue l'ont vu s'effondrer. Ils l'ont ramassé et l'ont transporté à bout de bras à travers les rues jusqu'à la maison. Il n'y a plus rien à faire, son pouls est mort, ses narines sont mortes et ses beaux yeux verts sont fermés, il jette une dernière larme. D'un seul coup, la maison s'embrase d'un affolement total, ils sont tous déboussolés, à la fois perdus et enragés. Moi je suis trop petite, je ne comprends rien, je n'ai que 6 ans, tous s'agitent autour de moi et aucun ne semble me voir. Alors je rase ces murs que je voudrais traverser jusqu'à papa. Ils l'étendent sur le lit, des tas de gens surgissent, un médecin, un prêtre et puis de la famille en pagaille, en quelques heures ils arrivent de tous les côtés, les frères de mon père viennent de Tunis, Alfred, Antoine puis Arthur, ses sœurs aussi, Conqueta et Graziella. Je suis subjuguée par les événements qui frappent ma famille. Tout ce remue-ménage pique ma curiosité, il s'agit de mon père. Pendant qu'il s'affaire dans tous les sens, je décide de me faufiler dans la pièce mystique où gît le corps de mon pauvre papa et me poste en faction dans un coin. Mes prunelles noiraudes le fixent sans relâche, de peur qu'il ne m'échappe. Je lance mes 2 billes rondes sur lui, comme jamais je n'avais osé le faire de son vivant. Mentalement, je redessine ses contours. L'arête de son nez saillante et droite soutient 2 pommettes légèrement rehaussées et curieusement fardées. Sa peau exsangue et marbrée, autrefois illuminée de ses yeux félins, me fait penser à ses poupons de cire tant elle est vierge de toute expression, sans âge, définitivement lisse. Sa bouche délicatement fermée trace 2 minces filets destinés à un sourire lointain, que je ne lui connais pas. Élégant dans la mort, il inspire encore le respect. Il aura l'éternelle jeunesse de son trépas. Je ressens une forte sensation de vide, alimentée par cette absence totale de vie, par ce silence lourd qui enveloppe la mort. Je ne me doute pas qu'au fil des ans, je vais m'accoutumer à la vue d'un Maccabée. Il est le précurseur de mon initiation macabre, le premier en liste d'une longue série, celui qui m'ouvre la porte vers l'au-delà. Sa disparition fait de lui l'instigateur de ma persévérance, et un farouche instinct de survie naît en moi. Le vaste monde, dehors, change de couleur. Ainsi je passe de la petite enfance insouciante, choyée et adulée, à une longue préadolescence d'une 30aine d'années environ, durant laquelle je vais prématurément devoir lutter contre les fauves affamés de la reine et je serai pour certains un morceau de choix. Je ne reconnais plus ma mère, elle ne parle plus, ne bouge plus, emmurée dans son chagrin, elle s'est coupée du reste de la maisonnée, presque invisible elle aussi, près du lit, dans un état contemplatif morbide, prête à le rejoindre dans l'autre monde. Je cherche en vain des larmes coulées sur son visage blême, mais elle reste sèche et vide. Elle est la seule à garder toute sa peine au fond d'elle-même, camouflée dans son mutisme funèbre. Mes grands-parents accourent parmi les premiers. Ils se montrent à la fois opérationnels dans l'accomplissement des rites funéraires, exemplaires dans la conduite à tenir envers les autres membres de la famille, et en même temps désarçonnés par la foudre qui vient de s'abattre sur eux. Ils tentent de résister au chagrin, ne pas se laisser submerger, pas encore, attendre, mais la déchirure trop brutale et l'entaille trop profonde font de ma grand-mère une dramaturge grecque ensorcelée par 1000 démons d'un autre temps. Elle est soudainement prise d'une longue crise d'angoisse, de soubresauts tétaniques qui laissent s'échapper des sons nouveaux pour moi. Ne pouvant plus réprimer ses gémissements trop longtemps contenus,
Elle s'affaisse lentement sur elle-même, ses jambes tremblotantes n'ont plus de force, elle voit vaciller tout autour un monde irréel. La vie la prive alors d'un troisième enfant. La fratrie, déjà amputée d'un frère quelques années auparavant, avait eu des difficultés à se ressouder. Amédée, terrassé par la tuberculose à force de fréquenter les cabarets en petites chemises de soie, était un grand collectionneur de maîtresses, un utilisateur effréné de son charme slave, de ses grands yeux verts il ratissait les rues. L'une de ses conquêtes fut surnommée la sangsue, tant elle le pompait, une énorme italienne qui excellait dans l'art de soutirer les billets pliés au fond des poches de pantalon. Une sœur, Albertine, était aussi morte prématurément de la grippe espagnole, c'était en 1919. C'était une jeune femme pleine de vie et soudain, son état de santé se dégrada, elle ne parvenait plus à s'occuper de sa maison ni de ses enfants ni d'elle-même. Ma grand-mère prit de plus en plus souvent le relais. Sa fille se sentait envahie d'une immense fatigue, comme si son corps l'abandonnait tout doucement. Les excès de fièvre de plus en plus fréquents lui ôtaient toute lucidité. Elle se plaignait souvent de douleurs dans la poitrine, dont l'intensité s'accéléra en quelques jours, puis tout alla très vite. Personne n'avait jamais vu une telle dégradation, d'une telle rapidité. La pauvre Albertine n'eut pas le temps de réaliser qu'elle allait mourir. En quelques heures son état a empiré, son visage devint tout violacé et une mousse sanguinolente s'échappa de ses lèvres. Ce douloureux spectacle se termina sans lutte vers une mort certaine, qui d'un seul coup fit tomber le rideau sur ses yeux vitreux. Elle avait à peine 24 ans et laissait 2 enfants, miraculés, mais néanmoins victimes de ce fléau dévastateur. Une goutte d'eau face à l'hécatombe épidémique, qui fit tout de même entre 20 et 40 millions de morts de 1917 à 1920. 2 à 3 fois plus de monde que la Première Guerre mondiale. La pandémie la plus mortelle de l'histoire de l'humanité. Incroyable. Mais la question qui trottine dans mon esprit, la voilà. Pourquoi dit-on de cette grippe qu'elle est espagnole ? À plus forte raison, si l'on pense que l'épidémie a été largement propagée dans les tranchées insalubres d'un conflit auquel n'a pas participé l'Espagne. Que les troupes alliées se sont ensuite chargées de disperser le virus lors de ses déplacements hâtifs à travers toute l'Europe. Si l'on pense que seule l'Espagne a pris la liberté de publier des informations relatives à l'épidémie, et dû sa notoriété à la transparence de ses textes, pendant que la France parlait des ravages de la grippe espagnole, en Espagne. Si l'on pense que le virus père de la grippe soit venu de Chine, et qu'un bataillon américain basé à Canton regagna sa base militaire de Boston avec le virus à bord, et que c'est dans cette même région des États-Unis que la grippe devint mortelle. Que cette même base militaire ait été soupçonnée d'avoir fait des essais de vaccins sur ces hommes, et que la propagation mortelle en serait la conséquence. Si l'on pense que la famille royale espagnole fut accusée d'avoir transporté le virus dans ses bagages lors d'un déplacement d'agrément aux États-Unis. Alors espagnol ou pas espagnol ? Si l'on pense que malgré sa contagiosité élevée, son taux de victimes énorme, 300 fois plus de morts qu'une grippe habituelle, son impact mondial puisque les 5 continents furent touchés, que sur 1,9 milliard d'individus à l'époque, la moitié en fut atteinte. Si l'on pense que malgré tous ces éléments, aucune souche permettant de l'analyser aujourd'hui n'a pu être conservée, aucune analyse sur l'origine de sa contagiosité et de sa virulence n'ait été faite, que les rares prélèvements effectués soient tellement dégradés par leur mauvaise conservation, qu'ils sont aujourd'hui inutilisables. Si l'on pense que la priorité a été alors militaire, et qu'à n'importe quel moment, le virus planétaire de la grippe espagnole ait pu s'immiscer dans nos foyers comme au bon vieux temps. Alors pauvre Albertine. Et pauvre monde. Ce qui me marque le plus, c'est de voir le corps de mon père ainsi alité, inerte, vêtu d'un costume noir, tellement grand qu'il occupe le lit d'un bout à l'autre. D'un côté sa tête repose sur un oreiller, et je me demande bien s'il en a besoin, car nous devons en posséder 3 pour 8 personnes, et à l'autre extrémité du lit je remarque ses pieds sur lesquels ont été enfilées des chaussettes noires nouées par un fil blanc. Ce bout de fil suscite bien des interrogations en moi, ce détail est marquant. Après quelques instants j'en déduis qu'il s'agit de garder les pieds bien droits, qu'il ne faut pas qu'ils partent dans tous les sens. Ce détail, ce bout de fil blanc, me permet de réaliser que mon père ne dort pas, qu'il est bel et bien mort, ou bien il n'aurait jamais permis qu'on lui ligote ainsi les pieds. Ce qui est sans conteste une des spécialités de mon frère Théodore, le ligotage pédestre.
Il affiche une velléité certaine à transformer les grands moments de silence en scènes rocambolesques, à la fin desquelles il détale à coup sûr. Son caractère fantasque le pousse même à se révéler maître dans l'art, le soir de la mort de mon père pendant la veillée. Parmi les pleureuses se trouve la sœur de ma grand-mère, Dominica, que tout le monde surnomme Atsamika, qui signifie en gros cette drôle de Dominique. Elle a un œil fermé, qui lui vaut le deuxième surnom de Guitch à l'œil et la bouche tordue, à cause d'une piqûre d'abeille qu'il avait laissée comme cela, paralysée de la face. Elle se tient bien droite, assise avec les autres autour du lit, à veiller le mort en chuchotant sur les uns, sur les autres et de temps en temps sur mon pauvre père. Mon frère s'infiltre dans la pièce alors que celle-ci discourt, et lui attache habilement les pieds aux barreaux de la chaise. Elle ne sent rien, ne remarque rien. Mais quand elle se lève, elle s'affale maladroitement sur les pieds du défunt. Elle se met à crier, à insulter Théodore qui commence déjà à courir et tout en l'injuriant, constate alentour la crise de fou rire qui s'empare des membres de la famille, les uns après les autres, ceux-là même qui pleuraient à s'en fendre le cœur quelques secondes auparavant. Certains ne savent plus s'ils doivent continuer à pleurer ou commencer à rire, et vice-versa. La confusion gagne ma grand-mère qui doit reconnaître que le talentueux farceur a tout de même allégé la souffrance et le regret, le temps d'une bonne rigolade. D'ordinaire, Théodore s'en prend aux siestes ronronnantes de mon grand-père et profite entre deux opus de lui chatouiller les doigts de pied avec des plumes. C'est sa façon à lui de lui annoncer qu'il a dépassé le temps réglementaire, et qu'il est l'heure de reprendre sa journée, là où il l'a laissée. Le galopin, c'est à l'âge de ressembler à un homme, qu'il embarque mon aïeul dans les ruelles de Tunis, prétextant une promenade. Mon grand-père prend sa canne et le suit. Il l'emberlificote en chemin par sa jactance juvénile. « Viens voir, je vais t'emmener dans un endroit que tu ne connais pas, tu vas voir. » Arrivé devant une porte, il s'arrête. « Et quoi, que veux-tu faire ici ? Ma queue, que fasses-tu qui ? » En face, c'est la surenchère. Des filles de joie, véritables déesses de l'amour, tendent leurs corsets généreux et des lèvres charnues qui expriment un désir insouciant et candide à chacune de leurs paroles. Elle happe mon vieux grand-père qui flanche sur sa canne. Son humeur joviale s'estompe sous un masque blafard. C'est un homme connu pour sa droiture et sa chasteté, très croyant. Il ne supporterait pas de se parjurer dans les bras de l'une de ces créatures, et ne serait-ce que l'idée d'être vu en leur compagnie, ne serait pas de bon goût non plus. Le temps de se ressaisir, les doigts crochetant tout autour du pommeau, ce bon pharisien brandit sa canne en insultant Théodore de Véliaco, vilain. Celui-ci détale jusqu'à la maison, avec le pauvre vieux le suivant de son mieux, jusqu'à ce que mon oncle prenne le relais, exprimant à mon frère ses ressentiments les plus pointus en ce qui concerne les limites de l'éducation, du respect et de l'obéissance. Mais mon oncle n'est pas mon père, et Théodore restera Théodore. Mon père enterré, c'en est fini de cette époque. Il faut trouver de l'argent pour nourrir les 6 orphelins que nous sommes soudain devenus. Rapidement, ma mère occupe un emploi de standardiste à l'arsenal de Sidi Abdallah à Ferryville, petite ville située sur le lac de Bizerte, 15 km plus bas, que l'on nommera bien plus tard Menzel Bourguiba, en hommage au fondateur de la République de Tunisie et président de 1957 à 1987, Habib Bourguiba. Dans les grands hangars blancs de l'arsenal, on travaille les métaux, le bois, tout ce qui sert à construire des bateaux, dans des ateliers très hauts de plafond, où d'immenses roues tournent pour faire avancer les poulies, où des presses menacent à tout instant d'engloutir les ouvriers en aplatissant de larges plaques de tôle, où d'énormes troncs d'arbres suspendus au-dessus de leur tête traversent les échafaudages. Le tout dans le vacarme incessant des machines stridentes et grinçantes et sous une chaleur accablante. Le plus impressionnant reste l'extérieur. On peut y croiser d'immenses squelettes de navires en construction, tels des carcasses de baleines gisantes sur les quais avec des petits hommes accrochés partout tout autour, l'inspirateur de Gulliver. Des cuirassés en cale sèche dans le grand bassin ou des torpilleurs aux docks de carénage, autant de bâtiments qui font la notoriété de ce chantier de construction navale. Ma mère travaille dans les bureaux avec la plupart des autres femmes. Pas vraiment au frais ni dans le silence non plus, mais le jacassement de ses collègues la fatigue sûrement moins que les rugissements qui s'échappent des machines des ateliers. Elle s'est plus vite accoutumée à son statut de mère célibataire qu'à celui de veuve éplorée. Je risquerais volontiers, de célibataire tout court. Ferryville devient notre refuge pendant à peu près 6 mois. Nous fréquentons l'église chaque dimanche.
C'est une occasion pour elle de nous habiller impeccablement, les robes en organdie, le petit chapeau, les gants blancs, les souliers vernis. En sortant de la messe, il faut saluer tout le monde. Rester toujours très poli et toujours fier de ce que l'on est. Une tripotée de moineaux raides comme des piquets suit cette canne qui se permet chaque semaine le défilé du siècle. Tous mes frères et sœurs sont blonds aux yeux bleus ou verts, sauf les miens qui sont marrons, on m'appelle le petit canard. J'ai mal aux pieds avec mes chaussures neuves vernies serrées par une barrette. Alors en chemin, un de ces dimanches, certaine que je n'en peux plus, j'enlève mes chaussures, je les abandonne au coin de la rue et je rentre nu-pieds à la maison, comme une reine qu'on vient de délivrer du donjon. Que fais-tu donc en chaussettes? Où sont passées tes chaussures? Réponds donc, Caria, qu'en as-tu fait? Elle ne nous parle qu'en français, un bon français distingué, pas comme ceux qui viennent du sud de la France et que je ne comprends pas toujours. Alexia réserve l'italo-sicilien pour sa belle famille, et nous devons lui répondre expressément dans sa langue maternelle qu'elle défend avec tant d'ardeur, parce que plus noble qu'annonne-t-elle. Lorsqu'enfin je lui avoue mon forfait, les souliers vernis ont bien entendu disparu, non sans me procurer une pointe de satisfaction, surtout lors du sempiternel sermon. Tu n'en auras plus, vilaine fille. Tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Tu sais bien que l'argent manque depuis le décès de ton pauvre père. Tu n'auras qu'à attendre que ta grande sœur te cède les siennes lorsque son pied grandira. Une aubaine pour moi. En plus, ils seront assouplis par la grande. Et pour clore le débat et de façon cérémonieuse, une correction m'attend. Quelques jours après, prise d'une soudaine crise de vengeance tardive, je me mets à fouiller l'armoire, dans laquelle je trouve un coffre avec toutes les chaînes en or, les bijoux de naissance de mes frères et sœurs. En l'occurrence, moi, je n'en possède pas ou ils enrichissent d'autres boîtes dans d'autres placards, inconnus de mes services. Je veux absolument posséder un bracelet que je confectionne, non sans peine, avec chacune des chaînes. Un bout de celle de Régine, un autre de Théodore et ainsi de suite. Le tout formant un bijou insolite qui inspirerait bien des créateurs fantoches et folkloriques de notre temps. Le problème, c'est qu'il s'agit là d'or et que partout éparpillés sur le sol, gisent les maillons dorés et scintillants, rescapés du naufrage qui sera bientôt aussi le mien. Nous sommes de plus en plus livrés à nous-mêmes. Mes frères laissent le champ libre à leurs copains pendant les heures de travail de notre mère, et les allées et venues incessantes par la fenêtre du rez-de-chaussée transformées en passoire deviennent inquiétantes, autant pour le peu de biens en notre possession, pour l'éducation stricte et appliquée que nous réserve notre chère mère, en perpétuant ainsi la volonté de son défunt mari. La multiplication des bêtises, les nombreuses incursions durant son absence, les commérages assaisonnés poussent ma mère à nous envoyer les uns en pension, les autres dans la famille de mon père. Comme si nous étions fautifs de ce demi-orphelinat, il nous faut encore expier par la séparation et l'éloignement. 3. Au revoir maman. Ma mère, cette grande rousse à la peau laiteuse a encore beaucoup d'allure. Veuve peut-être, mais néanmoins jeune et vigoureuse, mince et déterminée à reprendre le cours de sa vie là où il s'est arrêté. Le temps de mettre de l'ordre dans ses affaires et dans ses enfants. C'est une femme insaisissable, les imperfections de son visage, son nez un peu trop long par exemple, soulignent sa grâce, charment ses formes et laissent entrevoir une personnalité libre et mystérieuse. Lorsqu'elle arrive à l'Arsenal, comme d'habitude, les hommes se retournent, comme d'habitude, elle reste impassible, fière, ses yeux de louve ne s'attardent jamais. Tout au contraire, les travailleurs siciliens ne tiennent pas en place devant cette femme attirante, ils sifflent, elle, et font mine de s'effondrer sur son passage. Pour entrer dans l'enceinte de l'Arsenal, il faut passer sous l'arc d'une grande porte blanche, sur chaque côté de l'arc, des escaliers se rejoignent 20 mètres plus haut, là où des tiges en métal forment un éventail rouge et blanc reformant les rayons d'un quart de soleil. Un monument splendide que l'on appelle la porte de Bizerte. Devant cette porte, des dizaines d'ouvriers et de matelots s'attendent, grillent une cigarette avant de rejoindre leurs ateliers ou leurs navires.
L'un d'entre eux plus particulièrement se trouve là chaque jour à la même heure. Un frétillant matelot, persévérant dans la flagornerie et flirtant avec Alexia comme un papillon qui vient de trouver son nectar. Il la courtise avec ardeur, l'enjôle de 1000 mots plus flatteurs les uns que les autres, lui promet chaque jour impétueusement un amour sans limite, lui lance des regards vertigineux. Ils prennent vite l'habitude de faire le chemin du retour ensemble, car il y a beaucoup à marcher avant d'atteindre un point de dispersion. Au lieu de monter dans le tramway qui les conduit directement sur l'avenue de France, c'est-à-dire à 2 pas de la maison, ils passent à pied par le petit pont sur l'oued de Tinja et traînent ainsi 2 bons kilomètres, avant de rattraper la prochaine station. On peut aussi traverser une partie du lac en prenant le bac. Il faut bien trouver un moyen de faire connaissance, sans forcément s'exhiber au bal du dimanche. Ma mère rentre de plus en plus tard. Le roucoulement prend fin, lorsqu'enfin il lui demande sa main. Benito a 12 ans de moins que ma mère, et il croit qu'elle n'a qu'un seul enfant. Il a 21 ans, elle en compte déjà 32 sans parler des 6 enfants, lui cachant une partie de sa vie antérieure et pas la moindre. Elle prend tout le temps nécessaire pour vampiriser sa proie, et met son jeune fiancé devant le fait accompli, seulement quelques jours avant la cérémonie. Autant dire que la future belle famille relègue cette veuve et ses 6 enfants au plan de dernier choix, sur l'étal des promises réservées à Benito. Cette femme trop mûre va aspirer la jeunesse de leur fils chéri, et jeter l'opprobre sur leur famille endogame. Cela ne fait pas 1 an que papa est mort, et il se marie déjà. Nous sommes tous réunis à l'hôtel de ville de Ferryville. Nous, les enfants, ne nous imaginons pas vraiment à quel point ce mariage va bouleverser nos vies. Une messe de circonstance dans l'église jaune et blanche, pas de chichi, pas de temps à perdre en cérémonies superflues, en invitations de convenance, le blanc étant révolu, il faut passer discrètement à l'étape supérieure, celle de la consommation suprême et de la jouissance arbitraire, puisque l'Holocauste a tout de même été célébré et que la Vestale s'est certainement évaporée de leur esprit, engluée depuis longtemps déjà dans un profond puritanisme. La mère de Benito, sa nouvelle belle-mère, fera payer autant qu'elle le pourra à ma mère son non-conformisme. Provoquant sans cesse des histoires, des querelles insensées, destinées à remonter son fils contre sa bru, lui infligeant son influence abusive et déplacée à chacune de ses visites. Dès le départ, elle ne l'aime pas. Quand elle passe près d'elle, elle retient sa respiration. Elle y met beaucoup d'audace et de méchanceté. Tout son talent en fait. Surtout pendant la cérémonie du mariage. Pour qui elle se prend celle-là ? Cette vilaine. Qu'est-ce qu'il lui trouve à cette grande mocheté ? Qu'est-ce qu'elle croit ? De toutes les façons, elle n'aura pas un sou de nous. Avec ses airs de jouer à la française, elle croit peut-être qu'elle est mieux que nous ? Elle est moche. Regarde son nez comme il est vilain. On dirait qu'il va tomber par terre. Mais dis-moi Sarine, qu'est-ce qu'il lui trouve ton frère à cette traînée ? Pourquoi il nous l'a ramenée celle-là ? Tais-toi maman, le curé va t'entendre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? On ne peut plus parler dans cette famille ? Mon fils. Mon fils me ramène une étrangère, il nous traîne à l'église, Madre mia et je ne peux rien dire ? Mais qu'est-ce que je t'ai fait à toi aussi ? Toi aussi tu m'en veux ? Chut maman s'il te plaît. Je suis sûre qu'elle est jalouse de toi. Tu n'as pas vu comme elle te regarde ? De haut en bas. Elle n'a pas honte ? Mais moi je vais lui montrer comment elle doit baisser les yeux. Qu'est-ce qu'elle est vilaine. C'est un vampire cette femme. Et puis elle a quel âge au juste ? À cause de lui, je suis malade maintenant. Il me rend malade, tu comprends ? Oui chut. Une méchanceté à la sicilienne, sèche et revêche, cinglante dans chacune de ses paroles, le regard noir, toujours de biais. Elle s'efforcera d'humilier ma mère toute sa vie. À commencer par leur imposer de vivre près d'eux. C'est ainsi que Benito et Alexia quittent la Tunisie pour vivre en Algérie, là où toute sa famille est installée, sans nous. Nous n'étions pas conviés d'ailleurs, nous n'existons plus vraiment à cette époque pour ma mère, trop lourd à charger dans ses bagages, nous sommes une entrave à sa nouvelle vie, Benito a tranché. Ou peut-être est-ce sa mère ? Tu m'as dit que tu n'avais qu'un seul enfant ? Tu m'as bien eu. Tu te rends compte de ce que tu veux ? Je n'ai pas épousé une rate, moi. Tu n'emmèneras qu'un seul enfant avec toi. Moi, je n'avais pas prévu pour plus. Tu te débrouilles avec les autres, je n'en veux pas. Œil pour œil, dent pour dent.
C'est exactement la relation qu'ils entretiendront tout au long de leur vie commune, dans une joute en spirale qui prendra de l'ampleur au fil des années. Jusqu'à un divorce fatal, bien sûr. Je connais la vie avec mon beau-père le temps d'un Noël, le temps de le voir mettre en cachette des jouets près de la cheminée et m'ôter par là même tout espoir de rencontrer le Père Noël un jour. Avec lui s'envole mon enfance. Et voilà, plus de Père Noël, il ne m'en reste qu'un, je l'appelle mon Dieu. Parmi nous 6, c'est Evelyne qui est désignée pour vivre avec eux, l'élue, la plus jeune de mes sœurs, elle n'a que 4 ans. Elle est élue gouvernante de premier choix, formée dès la plus tendre enfance sur le tas, à servir de boniche aux nouveaux mariés et de nourrice à leurs futurs enfants. Encore 5 pour tout dire. Il faut croire qu'il a épousé une rate qui s'ignorait. Ma mère est une grande récidiviste. Nous, les 5 autres enfants, les premiers, ceux du mauvais sort, nous sommes émiettés sur un plateau familial et institutionnel. Ma mère donne littéralement mon frère Mehdi à ma tante Lisette, Marie-Louise Laudurante, une Française, et à mon oncle Alfred. Ces deux-là ne peuvent pas avoir d'enfants, il est stérile le pauvre. Elle échange ce petit frère contre une salle à manger, ainsi que différents petits meubles et services à café en retour. Il n'est pas confié, il est troqué. Incroyable. À une allure sidérante, personne ne voit rien venir. Mehdi, victime de cet arrangement sordide, devient fils unique en 2 jours. De ce côté, c'est lui qui s'en sort le mieux. L'oncle Alfred, le plus jeune frère de mon père, a toujours conduit son existence dans des conditions de vie plutôt aisées et affiche un équilibre certain. Contrairement à d'autres que je citerai plus loin, le panel de la famille Fargo s'étendant de la bonne fée qu'incarne ma grand-mère à l'ogre Toto, l'oncle qui fraye avec le diable, avec au centre des sujets qui évoluent de façon surprenante et aléatoire. Alexia, parce qu'à partir de ce jour j'oubliais le mot maman, Alexia répète sans cesse qu'elle n'a d'autre choix que de nous confier où il y a de la place. Dehors, la guerre gagne du terrain, l'insécurité imprègne l'air et le vent commence à tourner sur nos côtes nord-africaines. Elle n'a pas le choix non plus pour mes 2 grands frères, Théodore et Anton, qui sont confiés à nos grands-parents du côté paternel. Papa n'étant plus là, il cesse d'aller à l'école. Autrefois, il fréquentait le lycée Stephen Pichon, du nom d'un résident général. L'établissement avait été fondé en 1920, et il existe encore sous le nom de Farhat Ached. La plupart des garçons français de Bizerte y ont séjourné. Mes frères obtenaient d'excellents résultats scolaires parce qu'ils étaient tenus par mon père. Fier de ses fils, il voyait grand pour eux et les vouait même à Polytechnique. Le destin en a décidé autrement. Dans les collèges et lycées de cette époque coloniale, on enseigne aux futures élites la tolérance, l'échange, les valeurs républicaines. L'école est laïque et gratuite, les enfants y sont façonnés dans un moule unique, celui de leurs ancêtres les Gaulois. Les établissements sont bâtis sur le modèle des grands lycées parisiens, mais adaptés au pays. Les murs sont blanchis à la chaux, une architecture mauresque aux arcades multicolores cerne de grandes cours plantées de palmiers et fleuries d'hibiscus ou de jasmin. Au départ, la fonction de ces lycées est de scolariser les enfants de militaires et de colons, de franciser ceux des autres communautés européennes, leur apprendre à lire, à écrire et à compter. Rares sont les élèves d'origine juive ou arabe. Non seulement, le Coran et le Talmud n'y sont pas enseignés, les programmes laissant peu de place à la culture et à la langue du pays, mais en plus subsiste une volonté de réserver cet enseignement à une certaine partie de la population. Cela changera plus tard, en accompagnement des événements indépendantistes. Théodore a 14 ans, ce qu'il préfère c'est la pêche à la ligne. Il passe ses journées au port à taquiner le goujon, un petit poisson blanc, à côté des bateaux russes restés à quai depuis l'exode des Russes de la mer Noire. Le goujon c'est très bon, nous en mangeons tout le temps du coup. Cela nous change des habitudes du temps de mon père. Nous avions un poissonnier qui s'appelait Giuseppe, comme papa un petit Sicilien grassouillet. Il portait une chemise en laine trop courte et ouverte sur les côtés, il était pauvre, il allait pêcher toute la nuit et le matin, il ramenait une corbeille pleine de rouget, de sparse, de dorades, de roussettes et de poulpes. Quelquefois il nous proposait des crevettes, du muge, des seiches, du loup, du marbré ou de la saupe, le choix ne manquait pas. La corbeille était recouverte d'un linge propre, pour empêcher les mouches d'y déposer leurs œufs. Il présentait tous ces poissons à ma mère. Elle choisissait les plus beaux et les préparait pour mon père en papillote ou grillés, surtout la dorada et l'esparlotte.
Il nous réservait toujours le premier choix, ce qui lui restait. Il allait le vendre ailleurs avec sa large corbeille qui sentait le poisson frais, le marchand d'Iode. C'est un pays béni des dieux pour la pêche. On y trouve aussi des langoustes, des mérous, quelques merlans et des gros escargots de mer, il suffit de se baisser pour les ramasser. Une des grandes spécialités culinaires de Bizerte, c'est le couscous au mérou. C'est délicieux. Pendant quelques mois, Théodore est embauché à la pêcherie. Il y apprend la mise en conserve ainsi que plusieurs méthodes de pêche. Il doit en exister une bonne douzaine, ciblant les crustacés comme les crevettes, les céphalopodes tels que les poulpes, les seiches et les poissons du coin. Ce qui se pratique le mieux, c'est la pêche au feu, une pêche semi-industrielle qui ne concerne que les anchois et les sardines. Le mérou se distingue par une pêche artisanale, bien qu'il puisse facilement atteindre les 50 kilos, mais ce poisson est tellement affectueux qu'il n'a aucun sens du danger lorsqu'il croise des hommes ou des embarcations et se laisse aisément attraper. Ce qui provoque bien entendu sa perte et le conduit de jour en jour à une diminution considérable de ses populations. Si l'on avait pu le pêcher de manière industrielle, il y a bien longtemps que cette espèce aurait disparu de la mer Méditerranée. Souvent, Théodore relate des conflits qui éclatent entre les pêcheurs artisans et industriels, ces derniers utilisant des méthodes dévastatrices pour l'environnement. Soit en employant des explosifs dans les récifs coralliens, quand on sait que ceux-ci ne se reforment qu'au bout de 20 longues années, ou en utilisant du poison, de la javel, des filets à outrance, autant de méthodes qui non seulement raréfient le poisson, mais en plus ne lui donnent que peu de chances de se reproduire et d'évoluer. Mon autre frère Anton vient d'être embauché dans un chantier de construction. Il a à peine 12 ans et demi. Tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent rapidement. Passionné de football, il deviendra ensuite journaliste sportif. C'est un surdoué, en classe de 6e, il parlait couramment le français, l'allemand, l'italien, l'anglais, l'arabe et l'espagnol un peu plus tard. De la fratrie reste encore ma sœur aînée, Régine et puis moi. Nous sommes inscrites pour la rentrée de septembre 1939 au collège de jeunes filles de Bizerte, un pensionnat. Une bonne façon pour ma mère de nous caser en étant sûre que notre éducation soit prise en main. C'est un grand bâtiment moderne, avec 2 cours de tennis et une salle de danse où s'élancent toutes les femmes des officiers de la marine française. Ils sont nombreux sous le protectorat français, les autres officiers viennent de l'aviation. À environ 40 km se trouve la pêcherie, une base militaire aérienne. Leurs épouses sont belles, fort élégantes avec leurs cheveux blonds platine, absolument minces. Elles prennent des cours de danse rythmique, d'abord les jeunes filles et ensuite leur mère. Je les épie pendant le goûter, avant d'aller à l'étude. Je me cache derrière la fenêtre, et je les contemple inlassablement. Je plonge dans mes rêves, refuge temporaire où toutes les illusions sont permises. Je m'imagine être l'une d'entre elles. Je mets mes mots dans la bouche de celle que je préfère, mon cœur dans sa poitrine et mes pieds dans ses ballerines. J'en choisis une jolie, celle qui danse mieux que les autres, autant avoir de grands rêves et je m'envole avec elle. Elle devient mon alter ego. Je choisis sa mère, réinvente son père, il est à chaque fois différent et curieusement, je ne parviens pas à mettre un visage précis sur cette entité. Celui de mon père s'effiloche déjà. Chaque jour je le perds un peu plus, le chagrin se dissipe et quoi que je puisse faire dans mes songes, je l'oublie, malgré moi, je n'ai pas su retenir son image ni sa voix devenue lointaine et son odeur, l'ai-je jamais sentie ? Une de mes camarades de classe, Brigitte Le Tonterieur et ses sœurs Chantée et Catherine sont des filles d'un officier de marine, dont le nom à particules figure parmi les nombreux autres de l'école et contraste avec le nôtre. Moi j'ai honte de mon nom. Avec ses consonances italo je ne sais quoi, malgré la francisation, j'aurais préféré porter le nom de jeune fille de ma mère, un nom de famille bien français. À particules, j'aurais entendu à l'appel Mademoiselle de Savet, et au lieu de serrer les dents je marcherais aussi droit que ma mère, dignement, glorieusement je franchirais la mer d'uniforme d'un seul élan. En réalité, il y a d'un côté les filles comme moi qui portent la tenue réglementaire de la pension, la même chaque jour, réservée aux plus nécessiteux et de l'autre, les filles à particules qui restent très chic dans leur manteau bleu marine à martingale, leurs petits mocassins assortis et leurs soquettes en fil blanc. Elles ne sont pas pensionnaires comme nous, elles viennent le matin et repartent le soir sur leurs belles bicyclettes. Des filles et des bicyclettes, je ne sais pas lesquelles suscitent le plus mon admiration. Ce que j'éprouve alors ne ressemble en rien à de la jalousie ou de la convoitise.
tout cela est tellement inaccessible. Elles sont de vraies stars pour moi, comme celles dont on parle au cinéma, mais je ne connais pas encore ce monde. Mon cinéma à moi est vivant, mes collègues de classe se transforment en légendes vivantes, le spectacle est quotidien, la représentation gratuite et l'écran s'étend à l'infini. Je découpe les scènes à ma guise et chevauche les images le soir en m'endormant. Toujours dans ce double monde, celui du sauvetage, à 6 ans et demi, je me suis fabriqué des tonnes de bouées. Nous avions connu l'opulence avec mon père, nous ne manquions de rien, ni d'amour ni de matériel, de rien. Finalement j'aurais pu être une petite fille gâtée et insolente, antipathique ou blasée. Au lieu de cela, je suis timide et renfermée, courageuse à la tâche et serviable. Un rien me satisfait et encore, un rien pour moi c'est déjà quelque chose, c'est déjà beaucoup. Toujours dans un coin tranquille. Par contre en classe je ne vaux rien. Et comme cela ne suffit pas, je suis une gauchère contrariée. La maîtresse m'attache la main gauche dans le dos et me force à écrire de la main droite. Si je n'obéis pas, elle m'envoie des coups de règle sur les mains. Cela me lance dans le bout des doigts, me remonte jusqu'au cœur, une douleur d'une résonance telle que j'en ai le souffle coupé. Elle continue de monter jusqu'à mes yeux et me tire des larmes que je réprime avec force, sous peine de me reprendre un autre coup de règle. Avec le temps et par la force des choses, je suis devenue ambidextre à ma façon. J'utilise ma main gauche pour toutes sortes de travaux et j'écris de l'autre main, la droite, devenue la main ennemie, celle choisie par la maîtresse, mais la force et l'obstination demeurent à gauche, les gestes, les muscles, la dextérité me viennent naturellement de la gauche. Quelle absurdité cette manie de contrarier les gauchers! Autant apprendre à un sourd à chanter ou à une femme à pisser debout. Une des pensionnaires est somnambule. Comme je ne me souviens jamais de son prénom, je l'appelle Sibylle. Souvent la nuit, nous pouvons voir son ombre se faufiler à travers le dortoir, puis le long des couloirs où commence un ballet incessant. Sibylle monte sur la terrasse, en fait le tour, arpentant les toits heureusement plats, redescend et reprend ce rite 2 ou 3 fois sans jamais trébucher. À force, les portes sont verrouillées car elle risque de tomber dans les escaliers. Nous avons la trouille pour elle, cette comateuse noctambule nous intrigue. Nous l'entendons retourner dans son lit tout en dormant toujours aussi profondément. Elle remonte ses draps et a l'air de n'avoir pas bougé d'un cil. Les surveillantes sont accoutumées à ses va-et-vient, il ne faut pas risquer de la réveiller en chemin, c'est la consigne. On nous dit qu'elle pourrait en mourir. Il faut seulement éviter de laisser traîner des objets qui pourraient la blesser à proximité de son lit. Le sommeil profond du somnambule est une activité mystérieuse. Elle se lève toujours dans les 2 premières heures suivant l'extinction des feux. Lorsqu'on nous ordonne de ne pas réveiller Sibylle, nous pensons vraiment que cela met sa vie en danger. En réalité, ces arguments ne sont que dissuasifs. Car si le réveil de Sibylle met quelqu'un en péril, c'est nous, les autres pensionnaires. Car quelquefois cela la rend agressive et il est difficile de la contrôler. L'une d'entre nous, une fois, a brusquement crié son prénom, sûrement poussée par la peur et elle a reçu des claques en retour, d'une telle fureur qu'il fallut 3 filles pour retenir Sibylle. Mais la plupart du temps, elle semble confuse et a du mal à remettre ses idées en place. La surveillante, sans faire de bruit, la prend par le bras et la raccompagne tranquillement dans son lit. Ce que nous avons du mal à comprendre, c'est que le lendemain matin, elle n'a aucun souvenir de ses déplacements nocturnes, alors qu'elle semblait réellement éveillée, les yeux ouverts, elle nous a même parlé 1 ou 2 fois. Je ne dis pas qu'elle tenait un discours, mais nous avions tenté de lui demander de se recoucher et elle nous a dit non, légèrement irritée par cette intrusion dans son sommeil somnambulesque. C'est un phénomène tout à fait étrange, qui fait partie des énigmes que le sort nous réserve sans jamais en révéler les secrets. À ranger dans le tiroir des mystères de la vie. Juste à côté de celui des surprises. Sibylle souffre de somnambulisme depuis qu'elle a été séparée de sa famille, comme si elle partait à la recherche de ses parents à travers ses crises nocturnes. Mais nous avons chacune notre manière de réagir au traumatisme que l'éloignement provoque en nous. Chez elle, c'est le somnambulisme, d'autres deviennent épileptiques ou s'enferment dans un mutisme profond, d'autres collectionnent les bêtises et frôlent la délinquance, entre 2 fugues chez les adolescentes, des crises de déprime éclatent çà et là, des enfants tombent chroniquement malades et passent leur temps à l'infirmerie. Je ne crois pas qu'une seule d'entre nous ne soit épargnée par cette époque d'abandon, d'isolement et d'insécurité.
Nous avons une bonne, Madame Hortense, une opulente martiniquaise, généreusement charpentée, qui officie surtout dans la cuisine. Elle travaille ici avec son fils Marius, qui est notre homme à tout faire. Il s'occupe du bois, le coupe en petits tronçons et enfourne les bûchettes dans une grande cuisinière qui brûle tout le temps. Le jeudi est le jour de la viande. Nous mangeons du chameau, nous n'avons rien d'autre d'ailleurs. Madame Hortense nous le mitonne en sauce, de longues heures, pour qu'enfin il soit tendre. Mais finalement je trouve ce plat délicieux. Elle le mijote comme un civet, avec tout ce qui lui tombe sous la main, les herbes, les légumes, les épices, tout ce qui peut rajouter du goût plonge dans la marmite. J'aime beaucoup Madame Hortense, elle me donne du râpe de pain, si j'ai faim je vais la trouver. Elle me témoigne beaucoup d'affection, et son souvenir me sera toujours agréable. J'aimerais lui dire aujourd'hui. Madame Hortense, je vous aimais beaucoup et vous voyez, aujourd'hui je vous ai gardé une place dans mon cœur. Un petit coin rien que pour vous, parce que vous avez su remplacer nos mamans, vous avez su apaiser nos ventres creux, nous toucher, avec la paume de vos mains bien pleines, bien chaudes, le contact nous manquait tant, vous avez su poser vos yeux de velours sur nous quand les surveillantes grondaient, vous avez su souffrir en silence pour rester près de nous. Madame Hortense, vous étiez notre ange gardien. Sa voix aussi est de velours, et quand nous l'entendons chanter dans la cuisine, nous savons que Madame Hortense nous prépare de bonnes choses, même avec rien, elle nous régale de ses improvisations. Si les gardiennes nous prennent à manger un bout de pain en dehors des repas, elles nous punissent sévèrement. Nous avons peur de ces cerbères en uniforme, cette crainte est en nous depuis que nous sommes tout petits. Nous ne nous posons pas de questions sur l'autorité ou l'obéissance, il faut continuer, avancer, marcher. 4. La Dolce Vita. Je n'ai qu'une idée en tête, retrouver mes grands-parents le plus souvent possible. Leur grand âge ne leur permet pas de nous prendre en charge, nous nous retrouvons un week-end de temps en temps. Ils me manquent terriblement alors quelquefois pendant l'étude, je profite d'un moment d'inattention pour m'échapper. La porte reste ouverte pendant que le bois est rentré, personne ne fait attention à moi, je traverse la cour en 3 enjambées spectrales et me glisse dehors revigoré par cette soudaine liberté. Je suis porté par le désir insouciant de retrouver mes chers grands-parents. Je cours à toutes jambes, détale dans les ruelles entrecroisées du vieux quartier jusqu'à l'autre bout de la ville, engloutissant les maisons qui filent comme à la fenêtre d'un train. Je ne vois même pas les passants, ni les vieux assis devant leurs portes, ni les quelques automobiles que je pourrais alors culbuter. Je veux juste les embrasser, je suis privé de leur amour, de leur odeur. Je veux seulement me blottir contre grand-maman, la serrer très fort, elle me manque tellement. Lorsqu'il voit au loin ma silhouette filtrer l'horizon à toute vitesse, mon grand-père se met en colère. Il désapprouve mes apparitions soudaines et tempêtes, sans même que j'aie le temps de reprendre ma respiration. Il sait que je risque l'expulsion à coup sûr en soufflant ainsi la clé des champs. Il me ramène aussitôt, se fourvoyant en 1000 excuses et louvoyant autour de la surveillante principale, en quête d'un éventuel atermoiement, dans l'unique but de gagner sa clémence. Mais plus je me produis dans cet acte et plus les scènes de mon grand-père prennent d'un caractère fantoche, il lui est difficile de trouver des arguments rédempteurs, exempts de tout soupçon. Coûte que coûte, je fais tout pour qu'on m'inflige la pénible et lourde peine de m'exclure du pensionnat, direction la maison familiale. Je me sens bien auprès d'eux, car eux seuls m'apportent la quiétude et la tendresse. Armé d'une affection sans limite, d'une sollicitude débordante et d'une complaisance à toute épreuve, grand-maman trouve toujours le moyen de me réconforter, les mots pour m'expliquer et le regard pour me comprendre. Jamais ma mère ne m'a témoigné autant d'amour, de patience et de dévouement. C'est pourquoi son absence ne m'a jamais rattrapée. Grand-maman incarne la bonté même. Je passe les grandes vacances chez eux, juste à côté des casernes. Chaque jour, la fanfare militaire descend la rue, une vingtaine de musiciens défilent en marche assourdissante avec tous les enfants du quartier pour les accompagner et applaudir sur le bord de la route. C'est un événement quotidien très émouvant, ils sont beaux et le son de leurs instruments dégage une puissance qui tambourine dans ma poitrine. Dès qu'ils arrivent, je ne bouge plus et me laisse envahir par une sacrée poussée d'adrénaline qui me brûle d'abord le ventre et me remonte jusqu'aux oreilles. J'adore les voir parader et manquer un seul de leur passage. Ah non, il n'en est pas question, je ne loupe aucune de leurs représentations. Ce défilé des revues est une façon de maintenir l'emprise sur les populations et la cadence des troupes en période de paix.
Je prends pour excuse d'aller chercher l'eau à la fontaine en bas de la rue. Non loin du marché, où s'articule la population fourmillante de la ville. La fontaine est adossée à un grand et vieux mur sur lequel des briques dessinent une arche en alternance avec des pierres. En son centre, une lucarne carrée et très étroite laisse entrevoir la lumière de l'autre côté du mur. Je me demande qui peut bien aller regarder par ce puits de lumière 4 mètres au-dessus de la fontaine. Sous la lucarne, une inscription est gravée dans la pierre, annonce-leur que Vaux doit être partagé entre eux et qu'il appartient à chacun d'entre eux de boire à son tour. Coran livre 28. Certains viennent chercher de l'eau, d'autres la fraîcheur, car selon l'heure du jour, cet endroit se transforme en une véritable oasis, un lieu de rencontre. Comme le remplissage des cruches est indispensable et quotidien, la corvée m'est attribuée et j'en profite pour voir cette fanfare, une de nos rares et grandes distractions. Il ne se passe rien d'extraordinaire dans nos vies, surtout dans le domaine des réjouissances. Bien entendu, nous n'avons pas la télévision ni la radio, mais en plus mes grands-parents ne possèdent pas d'autres livres que la Bible. Ils ne s'épanouissent pas non plus dans la peinture ou la musique. Pour mon grand-père, l'art et les passions restent réservés à une élite ou une poignée de farfelus qui a du temps à perdre. Ses seules occupations se limitent à la régence de ses affaires, l'éducation de ses enfants et petits-enfants ainsi qu'aux repas de famille. En fin de compte, les promenades plus que tout animent mes journées. J'aime passer devant le marchand de gargoulettes, sur le sol gisent d'innombrables poteries en terre cuite blanche, toutes réalisées sur place. Les ateliers des artisans servent directement de boutique. On peut rester des heures à observer leur savoir-faire ou bien à contempler les étals. Les paniers accrochés sur les murs pendent dans toutes les tailles, d'autres inachevés avec les grandes tiges de palme en l'air attendent patiemment leur tour sur les bas-côtés. Les hommes enturbanés sont assis sur un rebord ou sur un banc devant le magasin et s'affairent ou attendent parfois sans même prononcer une parole de la journée. Comme j'adore parler l'arabe, je discute avec tout ce monde, pose des questions, salue. Certains marchands de gargoulettes s'étalent sur les quais, tout au bord de l'eau. Ce qui n'est pas anodin, d'abord pour le passage incessant, la fréquentation des lieux, mais aussi parce que ces espèces de cruches servent aussi aux pêcheurs pour attraper les poulpes. Ils les laissent descendre au fond de l'eau, et repartent tranquillement. Le lendemain, quand ils remontent leur cruche, le mollusque pris au piège de sa curiosité est prisonnier dans ses propres tentacules, ne pouvant reculer ou réfléchir à un moyen de s'en sortir. Car s'il est curieux, le poulpe n'est pas futé du tout. C'est un céphalopode très facile à attraper. Plus en bordure de ville, on trouve des marchands de tapis. Il leur faut de la place pour exposer leurs immenses tissages, souvent accrochés sur des branches d'arbres. Les plus connus sont les tapis de Kairouan. Ils sont tissés de mergoum asymétriques, toujours asymétriques, car la perfection risquerait d'attirer le mauvais œil ou la jalousie. Certains représentent des tortues ou des serpents, symboles de fertilité, d'autres des talismans tels que des losanges, des croix, des yeux, des mains de Fatima ou des couteaux. Ceux-ci servent à chasser le mal. Enfin, le tout repose sur des croyances mystérieuses et séculaires, et c'est ainsi que l'on se retrouve assis sur une mine de symboles, sur des codes ancestraux, ataviques et obsolètes. Les marchands de tapis restent allongés sur les plus vieux ouvrages, profitant de l'ombre des murs de leur maison. 4 murs et un toit plat, enduits de chaux blanches pour repousser la chaleur et quand ils en ont les moyens, ils peignent les portes en bois en bleu turquoise pour repousser les insectes et plus particulièrement les moustiques. Les couleurs de la Tunisie telles qu'on se la rappelle, blanche et bleu turquoise. À l'intérieur des murs, la fraîcheur rend moins pénible le travail des femmes. Assises en tailleur à même le sol, elles tissent inlassablement les tapis que l'on voit ensuite onduler entre les arbres. À la fois méditerranéenne et orientale, la maison nord-africaine est une construction qui par son orientation, l'épaisseur de ses murs, l'étroitesse de ses issues, est protégée du froid en hiver et reste fraîche en été, lorsque souffle le vent du sud. Elle est construite de pierres liées par un ciment fait de chaux et de sable. En milieu rural, l'élément de base dans l'habitation traditionnelle est un gourbi. Construit en briques, un mélange dans l'eau, de toube, la terre locale, et de paille que l'on fait sécher au soleil, puis placé dans un moule en bois. On fabrique plusieurs pièces autour d'une cour. Cette habitation est également très efficace pour supporter les différentes températures. Une expression en est née. Lorsque l'on dit qu'une personne vit dans un gourbi, cela signifie qu'elle vit dans une baraque misérable, un céafouche, un boui-boui, un taudis ou encore une bicoque. Je n'aime pas trop m'approcher du marché au charbon,
d'abord parce que les vendeurs noircis par la poussière qui se dégage des monticules me font un peu peur. Mêlés à la sueur, les peintures carboniques sur leur visage prennent des allures ténébreuses. Ensuite, parce que je rentre avec les pieds tellement noirs qu'il me faut les frotter pendant des heures tant le sol en est imprégné. Et puis on retrouve à ses effluves le marchand de beignets, tout chaud et bien gras, enveloppé dans du papier journal tout aussi graisseux. Au coin d'une rue, le coiffeur ambulant s'arrête là où on lui fait signe. Il sort son attirail avec pour tout lavabo une vieille écuelle en ferraille qu'il remplit au hasard des rencontres. Il rase les têtes, les joues, coupe les cheveux, mais rarement les moustaches et ne se préoccupe que du sort capillaire des hommes. Pour les femmes, ce n'est pas compliqué, tout avec les cheveux longs. Pou ou pas pou. Les marchands de couscous sont alignés sur les trottoirs et les bouchers exhibent la chair des animaux avec leurs pattes ligotées en l'air. Les charmeurs de serpents qui font entendre au loin leurs flûtes. Des femmes drapées de la tête aux pieds traversent les rues dans un courant d'air voilé de blanc. Les cueilleurs de dattes, les vendeurs d'oranges, de pastèques, d'amandes, tous se succèdent sur ces bords de route et animent la cadence des promenades. Au marché, des attroupements se forment soit autour des compteurs, soit autour des porteurs d'eau. Celui que je préfère est sans conteste le marchand de limonade. Il reste toute la journée dans son kiosque en bois, et tous les enfants de Bizerte défilent devant lui. Sur un grand comptoir en marbre, se dressent 5 grands récipients en verre, capuchonnés par des bérets également en verre, dont la transparence laisse entrevoir les différents parfums de limonade qui s'offrent à nous. Il plonge dans ses énormes bocaux une énorme louche et nous sert de grands godets. Il nous sert aussi de la granita. Je ne l'ai jamais vu habillé autrement qu'en djellaba avec un turban sur la tête, la moustache souriante sur des dents gâtées. Peut-être est-ce à cause de la limonade. Lorsque je reste à la maison, je passe mon temps toute seule dans le patio. Je m'invente un joli nom et avec des boutons de mercerie ramassés chez ma tante Biagina, sur son établi de couturière, j'imagine des personnages, des vies. Dans ces changements d'identité communs à beaucoup d'enfants, j'expurge tous mes ressentiments, les questions sans réponse ou encore l'âcreté du souvenir maternel. Le patio est cerné de maisons, appartenant à certains membres de ma famille. Celle de mes grands-parents, celle de mon oncle Salvatore, Toto et sa femme Graziella, sœur de mon père, la maison d'une cousine de mon père et une autre que mon grand-père loue à des Italiens. Tout ce petit monde s'articule autour de nos anciens et leur voue une stricte obéissance et un profond respect. Un peu plus loin, à l'écart du cercle, une autre habitation est louée à un ancien ouvrier tunisien de grand-papa. Sa femme vient d'accoucher, et je vais souvent la voir prendre soin de son bébé. Elle lui passe de l'huile d'olive sur les cheveux et les lisse du bout des doigts, ce qui évite les croûtes de lait sur sa peau. Elle lui susurre tout le temps « Habibi », ce qui signifie « mon amour ». Et à chaque fois que je dis qu'il est beau, elle me répond avec un empressement certain « Hamdoullah », Dieu soit loué, comme pour effacer mes paroles de peur qu'elle ne lui porte malheur. Il y a dans cette attitude un mélange de religion et de superstition, exactement comme dans ma famille sicilienne. Je suis habituée à voir ma grand-mère jeter du sel partout, toucher du bois toutes les 5 minutes ou poser sa main sur son crâne, cacher des médailles dans tous les vêtements ou faire des gestes longtemps restés énigmatiques pour moi, mais qui me sont également, sans vraiment savoir pourquoi, devenus indispensables au bon fonctionnement du quotidien. Dans sa langue, le Hamdoullah est remplacé par si Dieu veut ou grâce à Dieu. Dans le fond, le monde est tissé dans la même trame, ce sont juste les fils qui changent de couleur. Ces Tunisiens sont très croyants. Sur leur mur, un cadre est accroché avec des citations d'Allah et de Mahomet, un autre avec le nom d'Allah calligraphié. Dieu n'est connu que par sa parole, alors on lit le Coran, on accroche ces versets au mur. Ils observent le Ramadan, chaque 9e mois de l'année musulmane. Pendant 30 jours, ils entrent dans une période de jeûne. Cette pratique concerne tous les musulmans, excepté les femmes enceintes ou en période de menstruation, les personnes qui effectuent un long voyage, les vieillards très âgés, les grands malades et les enfants de moins de 11 ans. Pendant cette période, il faut s'abstenir de toute nourriture, boisson, tabac, parfum et relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil. Ce qui s'avère beaucoup plus difficile l'été, lorsque les jours rallongent et qu'il fait très chaud. Le jeûne commence à l'aube, lorsque l'on distingue le fil noir du fil blanc. Le soir, la nuit venue, sur un coup de canon, un air de fête s'installe dans les rues. 5 fois par jour, lorsque le muezzin clame Allahu Akbar qui signifie Dieu est le plus grand,
il appelle à la prière les nombreux fidèles du Coran. À cet instant, le père de cette famille se déchausse et installe un petit tapis en direction de la Mecque, s'agenouille et prie. Il dit toujours que pour accomplir sa dévotion en son Allah et son prophète Mahomet, il effectuera un jour le pèlerinage qui le conduira jusqu'à la Mecque. Le Hadj est une grande période qui rythme la vie du croyant. Mais cette piété oscille avec les histoires de mauvais œil, qui ont leur part d'interprétation et de préoccupation dans les foyers, ainsi que des croyances en des djinns, qui sont des sortes de génies porteurs de messages. Les femmes portent sur elles la Khamsa, la main de Fatima ou bien un poisson ou une croix, ou encore une combinaison des trois, on ne sait jamais. Tout est prétexte à la méfiance, et je me demande encore quel est donc ce mal qui a conduit tous ces peuples à autant de paranoïa, avec ce besoin incessant de se protéger, d'anticiper les catastrophes. Car ces protections, ces rejets du mal se retrouvent dans toutes les civilisations au sein même des religions ou de la philosophie. Et d'aucuns n'ont pu à ce jour résoudre le grand thème de la mort, ni celui de la souffrance. J'aime la compagnie de cette famille. Ils sont très gentils avec moi, je peux passer des heures entières parmi eux sans m'en rendre compte. Je n'ai jamais l'impression de les déranger ni d'être étrangère à leur mode de vie, lequel, je dois bien le reconnaître, me correspond plus que celui de la pension. Je peux enfin marcher les pieds nus, manger avec les mains, rêvasser dans un coin, m'adonner à des comportements qui correspondent à ma vraie nature. Les après-midi, ma grand-mère se réunit avec la cousine et une autre voisine. Je me cache sous la table de la salle à manger, sous une grande nappe débordante et j'écoute les conversations. C'est mon plaisir. Elle raconte la famille, la vie, les gens. Les enfants ne sont pas admis dans leur bavardage. Pendant ces séances secrètes, elles échangent des histoires parfois explosives, de véritables bombes à retardement destinées à faire valdinguer des maris jaloux, détourner des héritages suspects, remarier les épouses éplorées, éclater des familles entières, petites dynasties de nos quartiers, où il est question aussi d'enfants illégitimes, dont tout le monde connaît l'origine bien sûr, sauf le principal intéressé. Pour combler mes petits creux, je vais en catimini dans la réserve de la cuisine et là, à l'abri des regards et pour mon grand bonheur, je plonge la main dans les jarres qui trônent près du mur. Je me fais un festin de gros poivrons verts au sel et au vinaigre, que j'engloutis goulûment. Comme je n'ai pas le droit de me servir, je m'essuie rapidement les mains sur mes vêtements, les maculant d'auréoles vinaigrées. Ma grand-mère doit s'en apercevoir, mais elle feint toujours l'ignorance. Les soirs d'été, je prends mon petit banc et je m'installe à côté de mon grand-père sur le parapet de la maison. Lui, il se tient à califourchon sur sa chaise à l'envers et il fume sa pipe. Sans jamais m'adresser un mot, il parle très peu d'ordinaire et je ne cherche pas non plus la conversation. Je savoure sa présence autant que lui la mienne, dans ce silence de complicité fusionnelle. Nous prenons le frais dehors, nous regardons les passants, quelques voitures. De temps en temps je tourne la tête et je le contemple. J'observe ces deux lueurs vertes qui percent l'austérité de son visage mince, dont les sillons rappellent les heures de travail sous le soleil écrasant, formant des lignes parfaites, racontant chaque blessure et quelquefois un sourire. Il est fin, racé, à le regarder simplement, il me fait voyager. Son teint hâlé lui confère une allure d'aventurier, ses bras sont bronzés jusqu'aux épaules, car il ne se passe une journée sans qu'il soit dehors. Malgré son port altier, ma grand-mère n'est pas une belle femme. Ses lignes fatiguées accentuent la laideur de sa bouche, que l'on décrit comme la bouche d'œuf ou en cul de poule. Son nez disgracieux et ses lèvres en avant, elle sait susurrer des petits mots doux venus tout droit de son cœur d'or. Seuls ses yeux méritent le croquis, et encore qu'un peintre ne saurait sûrement pas reproduire la lumière qui émane de ces deux diamants. Elle irradie son entourage et suscite l'estime de tous. Pour moi c'est une sainte. Je l'aime énormément, je dors toutes les nuits avec elle, elle s'occupe de moi comme de sa propre fille. Un jour, je l'ai surprise dans une conversation avec une amie. Cette petite est toujours derrière moi, à me tirer la robe. C'est vrai que je ne peux plus me passer d'elle. Je ne peux marcher que dans son ombre. En fin d'après-midi, à chaque fois que j'entends le marchand de granita, je lui demande quelques sous pour acheter ma glace. Elle rouspète un peu, mais finit toujours pas me donner l'argent. Je cours prendre un verre dans la cuisine, avant qu'elle ne change d'avis et je vais le faire remplir de granita. Qui ne connaît pas ce sorbet au citron, sous forme de glace pilée, aussi rafraîchissant qu'un torrent givré de montagne? Dans l'ensemble, elle passe à tous mes caprices.
Comme je n'ai pas de vraies poupées, seules quelques poupées de chiffon que je fabrique moi-même, je pleure d'être ainsi démunie, car toutes mes copines ont au moins une poupée. Un jeudi après-midi, elle en eut assez de me voir ainsi pleurnicher. Elle m'emmène au magasin Rose d'Aibach et m'offre un merveilleux poupon de porcelaine. Le premier poupon de ma vie, je le tiens dans mes bras, il est splendide, il est surtout à moi. Je suis folle de joie, l'émotion m'envahit et en guise de remerciement je ne peux que verser des larmes. Je regarde grand-maman et lui serre fort la main, de l'autre main je presse le poupon contre ma poitrine. Il a de grands yeux bleus qui bougent. Je lui tricote plein d'affaires, de n'importe quelle couleur, tous les bouts de laine qui me tombent sous la main. Je ne le quitte plus, je veille sur lui comme sur mon propre enfant. Je fais de lui un être humain à part entière et lui, donne un sens à mes journées. C'est lui qui me tire du lit et je ne m'endors jamais sans le sentir contre moi. Je lui parle, l'embrasse, le cajole tout en lui me rappelle à la tendresse. Jusqu'au jour désastreux où mon frère Théodore me le casse, par pure méchanceté, sous prétexte de lui avoir désobéi. En grandissant, Théodore devient vicieux. Cela fait plusieurs fois qu'il me titille pour que je fasse ce qu'il n'obtient pas de ses maigres conquêtes. Il m'embête sans arrêt pour que je reste enfermée dans une pièce avec lui, ou bien il m'entraîne dans un coin de la maison et me force à le toucher, là où moi je ne veux pas. De ce jour, j'ai pensé que mon frère était fou, méchant, pervers. Il n'est plus mon frère. Il a profité de l'absence de mes grands-parents partis faire une course, pour me faire ces cochonneries. Il veut que je l'aide à se masturber. J'ai 8 ans, je ne sais même pas ce que cela veut dire. Il m'attrape la main et me demande de le caresser, ou bien il me plaque sur un lit et se frotte contre moi pendant que je me débats. Comme un animal. Et encore, j'ai plus de respect pour les animaux. Une fois de plus, je me sauve et ce jour-là, de rage, il casse mon poupon. Il essaie de m'impressionner avec son air narquois. Mais au lieu de me taire, la colère m'envahit et je vais tout raconter à mon oncle Ernest, qui est mon tuteur légal. Il lui met une bonne trempe, dont il gardera longtemps des traces et lui fait promettre de ne plus s'approcher de moi, sous peine d'expulsion de la maison. J'imagine que cela doit être suffisant. En tout cas pour l'époque. Après cette histoire, Théodore m'en veut et moi je ne le vois plus, il n'existe plus. Par sa faute, je commence à ressentir la honte peser sur mon corps. J'en deviens même un peu godiche. La culpabilité de ces tentatives rejaillit sur moi. C'est le lot des victimes. Les souffres-douleurs, les martyrs, tous subissent la honte de leur sort. Mais que ressentent leurs bourreaux alors ? Ce qui me fait le plus de mal dans cette affaire, la flèche qui transperce mon cœur, n'est pas celle de Cupidon, mais celle qui a défiguré mon poupon. Jusqu'à ma mort, ce souvenir réanimera une rancœur que je n'avais pas nourrie jusqu'alors. Envers mon frère, je n'éprouve que du dégoût, du mépris et avec le temps il sort de ma vie. Je me réfugie dans l'indifférence. Ce monde adulte qui m'entoure a bien d'autres préoccupations que la santé morale d'une petite fille. Bon. Tu n'as plus de poupon et bien occupe-toi avec d'autres choses, ne reste pas planté là, si tu t'ennuies, j'aurai de quoi t'occuper. Mon oncle ne mâche pas ses mots, il a du travail. Le message passe vite, sans détour et je comprends. Je suis mon propre refuge. Nous sommes dans l'ensemble, livrés à nous-mêmes. Personne ne nous surveille, personne n'a peur de nous perdre, sauf ma grand-mère. Mais chaque jour, après le déjeuner, elle disparaît. Elle va jouer au domino avec sa commère et d'autres voisines. La commère, c'est en général la marraine d'un des enfants. Elle prend sa tabatière en fer gris, la glisse dans la poche avant de son tablier, remonte son chignon et part dignement s'adonner à son vice favori, le jeu. Elle revient toujours le nez un peu jaune parce qu'elle prise tout l'après-midi. Cette femme est une forêt de contrastes. Elle met en scène la morale et les jeux de hasard, un tablier multitâche et une coiffure de princesse, un regard mafieux et une allure de généraux désarmés. Rien n'est définissable en elle et je ferai tout pour lui plaire, pour égaler sa douceur et sa grandeur d'âme. Je la suivrai n'importe où, mais elle ne me laisse pas entrer dans cet univers. Elle joue de l'argent, ce qui déplaît fort à mon grand-père. Il lui reproche souvent de les avoir ruinés tout doucement. Il lui arrive de gagner mais aussi de perdre et ce, bien plus régulièrement. Leurs économies s'évaporent donc dans ce cercle infernal du jeu amical. C'est une brave femme, mais elle a ce défaut. Du haut de mes 8 ans, je trouve cela rigolo, de voir mes grands-parents se disputer pour quelques dominos. D'un côté l'argent rentre,
Des quelques biens immobiliers qu'il loue, le travail de mon grand-père et des petites combines de ma grand-mère pour gagner quelques pièces. Par exemple, le midi, elle vend des plats qu'elle a préparés le matin, dont tout le bénéfice est englouti entre deux dominos. Petit à petit, les réserves diminuent et les dettes s'accumulent. Et comme pour parfaire son accomplissement, au lieu de vendre tous ses plats, elle en donne la moitié aux pauvres. Car sous son grand tablier noir de Samaritaine, elle porte des paniers toujours en cachette de son mari et les redistribue quotidiennement, nourrissant ainsi quelques familles démunies. Autant dire qu'en plus des dominos, cette autre passion de ma grand-mère les conduit à une ruine certaine. Grand-papa doit s'en douter, les rations alimentaires circulent pour 3 fois plus de personnes que n'en contient notre famille. Il regarde défiler les paniers coiffés d'une écharpe ou d'un châle en silence. Quelquefois elle m'envoie à sa place et ce n'est pas pour me déplaire. Pendant ce temps, grand-papa va chaque semaine rendre visite au barbier qui au fil du temps est devenu son ami. Celui-ci est aussi vertueux dans l'art de manier son rasoir que dans celui de faire la conversation. Cela permet sans doute à mon grand-père d'ouvrir certaines soupapes. Au fond du patio se trouve un puits dont l'eau n'est pas potable. Elle nous sert pour la lessive, la vaisselle et le ménage. C'est bien pratique, mais nous n'avons pas l'eau courante chez mes grands-parents. Dans la villa de mon père, elle y était. C'était un confort supplémentaire dont il fallut nous passer. Le lundi matin, je lave avec l'eau du puits toutes les bouteilles de mon oncle Ernest. Il tient une épicerie et réutilise les bouteilles consignées. Je les mets à tremper et j'enlève toutes les étiquettes. En échange, je reçois 2 petites tablettes de chocolat. Pendant les mois d'école, comme nous sommes pensionnaires, mon grand-père vient nous chercher un dimanche sur 4, coiffé d'un feutre noir, avec sa canne et sa cape marron foncé, un peu usée sur les épaules. À 10h du matin, nous le voyons arriver de loin, mon cœur tressaute de joie. J'aime ces moments d'attente, car ensuite il nous ramène auprès de grand-maman pour passer la journée en famille. Comme j'accompagne ces embrassades de quelques larmes, il m'essuie délicatement les joues avec un mouchoir blanc en toile fine, brodé à ses initiales, qu'il tire de sa poche. Ce bout de tissu sent bon la maison. Ce sont pour nous de véritables instants de bonheur. Ma mère est remariée en Algérie, mon père reste un souvenir lointain, mes grands-parents sont mes seuls repères. En ce dimanche, j'accompagne grand-maman au cimetière et nous fleurissons la tombe de mon père et celle de ses 2 autres enfants, Amédée et Albertine, enfin Titi comme elle l'appelle. Sa Titi, c'est toujours sa petite fille, une enfant rappelée des anges, dit-elle à chacune de ses visites. Je trouve que cette Titi a de la chance de côtoyer les anges. Un privilège en quelque sorte, et je m'étonne même des regrets éprouvés par ma grand-mère. Je lui emboîte le pas et m'agrippe à sa robe, pendant qu'elle nettoie les tombes et donne des nouvelles de toute la famille à ses morts. Elle parle des uns, elle parle des autres, elle essuie une larme discrètement. Elle se baisse, gratouille la terre autour de la tombe, se relève en perdant une mèche sur le front. Elle essuie une autre larme et renifle. Là, c'est moins discret. Elle m'oublie. Elle n'est plus avec moi, pour quelques instants elle les retrouve. Voilà à quoi servent les cimetières. Retrouver l'illusion du contact perdu. Au lieu du souvenir, ici on parle seul. On chuchote en regardant ses pieds, leur promettant presque de les rejoindre bientôt. Une thérapie obsolète, un discours dans le vent, quelques mots adressés à Dieu, pour qu'il ne les oublie pas non plus. Mais où est-il celui-là aujourd'hui? N'assisterait-il qu'aux naissances? Le cœur se lâche, les mots s'échappent, on en revient plus léger. Au bout d'un moment de ce long discours, je m'éloigne et j'en profite pour aller chipper les perles sur les couronnes voisines. Elles sont toutes confectionnées avec de très jolies perles grenat ou bleu foncé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.